quelques jours après l'achat de ma première maison, mon père m'a appelé, fou de rage, et m'a dit « C'est égoïste de ta part d'acheter cette maison, sans en discuter avec la famille. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, comme si je l'avais acheté avec son argent. Je me tenais seul, au milieu d'une salle à manger dont j'avais rêvé pendant 10 ans. Je fixais une table dressée pour 5 personnes, avec un poulet rôti qui refroidissait, et des ballons argentés formant le môme qui commençait déjà à se dégonfler. Et là, j'ai réalisé que je n'étais pas triste. J'en avais simplement fini. C'est différent. La tristesse cherche une résolution. Avoir fini, c'est comme une porte qui se ferme, une clé qui tourne dans la serrure, un bruit si léger qu'on le manque presque. Sauf que cela change tout ce qui suit. Ma famille était censée être là, depuis 1h47. Le SMS de ma mère, la seule communication que j'avais reçue, trônait sur mon téléphone, telle une gifle. Désolé. Un imprévu. Occupé ce soir. 5 mots. Aucun appel, aucune explication, aucune félicitation pour le plus grand accomplissement de ma vie. 5 mots pour 10 ans de travail acharné. J'ai posé mon téléphone, face contre le comptoir. Ensuite, j'ai pris la tarte au citron que j'avais mis 3 heures à préparer, entièrement de mes propres mains. C'était la recette de ma grand-mère, celle que j'avais apprise à 13 ans, celle qui, pensais-je, ferait peut-être sourire ma mère. Je l'ai jetée à la poubelle. Le bruit sourd qu'elle a fait en tombant, a été le son le plus honnête que j'ai entendu de toute la soirée. Je m'appelle Madison Carter. J'ai fêté mes 30 ans en mars, juste avant d'acheter cette maison. Et j'avais passé presque toute ma vingtaine à bâtir un seul objectif, spécifique, et presque honteusement concret, posséder une maison bleue de rouge-gorge, avec une palissade blanche, et un chêne dans la cour avant. Je sais comment ça sonne. Croyez-moi, j'en ai entendu toutes les variantes possibles. Ce n'est pas un plan financier, c'est un tableau Pinterest. Tu as 30 ans et tu n'es jamais allé en Europe. Profite un peu de la vie, m'a dit. Cette dernière phrase, c'était la préférée de mon frère Kevin. Kevin, 33 ans, qui n'avait jamais eu un compte d'épargne tenant plus d'une saison, et qui enchaînait les appartements, comme d'autres enchaînent les séries Netflix. Kevin, qui m'a dit un jour, lors de Thanksgiving, devant nos parents, notre tante et notre cousin, que je traitais l'argent comme une religion, et le plaisir comme un péché. Tout le monde a ri. J'ai souri. Je suis rentré chez moi ce soir-là, et j'ai transféré 1 200 € supplémentaires sur mon fonds immobilier. Voici ce qu'ils n'ont jamais vu. Les 38 000 € que j'avais économisés à l'âge de 25 ans, en travaillant au service d'assistance d'une entreprise informatique à Raleigh, une ville où je ne connaissais absolument personne. Ce salaire de départ de 16 € de l'heure, que j'avais arraché de haute lutte pour atteindre 31 €, en changeant 2 fois de société, en obtenant 2 certifications, CompTIA Security Plus et AWS Solutions Architect, et en acceptant toutes les gardes de nuit que personne d'autre ne voulait. Ce studio dans lequel j'ai vécu pendant 4 ans, tellement exigu que je pouvais toucher les 2 murs, si je me tenais au milieu en tendant les bras. Cette vieille Honda Civic d'occasion, que j'ai conduite jusqu'à ce que le compteur affiche 187 000 miles. Les dimanches passés à préparer les repas de la semaine, les livres empruntés à la bibliothèque, au lieu des abonnements de streaming. Cette discipline qui, de l'extérieur, ressemblait à de la privation. Ce n'était pas de la privation. C'était de l'architecture. J'étais en train de bâtir quelque chose. Et le 22 mars, à 14h15, assise dans la salle de conférence d'une agence immobilière à Asheville, en Caroline du Nord, j'ai signé mon nom à 43 reprises. J'ai remis un chèque de banque de 47 600 €. C'était mon apport personnel, sans garant, sans argent de la famille, pas un seul euro que je n'ai gagné moi-même. L'avocate, une femme nommée Diane Prescott, a fait glisser une simple clé en laiton sur la table, et a dit « Félicitations, mademoiselle Carter. Elle est à vous ». J'ai tenu cette clé dans ma paume, et j'ai senti le poids de toute une décennie se soulever de ma poitrine. La maison m'a coûté 289 000 €. C'était un bungalow de style Craftsman avec 3 chambres, sur Laurel Ridge Drive, doté d'un bardage bleu de rouge-gorge, d'une palissade blanche, de parquet en bois massif, d'une véranda enveloppante avec une balancelle. Et, je jure que c'est vrai, il y avait un chêne vieux de 70 ans dans la cour avant, qui ressemblait exactement à celui que j'avais dessiné au crayon de couleur, quand j'avais 9 ans. J'ai toujours ce dessin. Il est désormais dans un cadre, accroché dans le couloir. La première chose que j'ai voulu faire,
c'était partager ça. Pas sur les réseaux sociaux, pas avec mes collègues, mais avec ma famille. Je sais. Je sais à quel point cela peut paraître naïf, compte tenu de ce qui s'est passé. Mais il faut comprendre que cette envie n'était pas rationnelle, elle n'était pas stratégique. C'était le même instinct qui pousse un enfant à courir à l'intérieur, après avoir attrapé une luciole. Regardez, regardez ce que j'ai trouvé. Est-ce que vous regardez? Toute ma vie, j'avais couru vers eux, les mains en coupe autour de quelque chose qui brillait. Et, à chaque fois, ma famille levait les yeux, haussait les épaules, puis retournait à ses occupations. Mais cette fois-ci, ce serait différent. C'est ce que je me disais. Cette fois, la chose que je tenais entre mes mains, était trop grande pour être ignorée. J'ai donc envoyé un message sur le groupe de discussion de la famille. Moi, mes parents, Sharon et George, et Kevin. Je l'ai tapé avec soin. J'ai joint une photo de moi, debout sur le porche, brandissant les clés, le sourire tellement large que j'en avais mal au visage. Salut tout le monde, j'ai officiellement signé pour la maison aujourd'hui. J'organise un dîner ce samedi à 19h pour fêter ça. J'adorerais que vous soyez tous là. L'adresse est ci-dessous. Ça signifierait beaucoup pour moi. Ma mère a répondu, oh, waouh. D'accord. Kevin a envoyé l'emoji du pouce en l'air. Mon père n'a pas répondu du tout. Je me suis dit que ce n'était pas grave, qu'ils viendraient, et que c'était leur présence qui comptait, pas les textos. Le samedi est arrivé. J'ai cuisiné toute la journée. Poulet rôti au thym et au citron, la purée de pommes de terre à l'ail préférée de mon père, des haricots verts aux amandes, des petits pains faits maison, et la tarte au citron. J'ai dressé la table à manger, avec des assiettes que j'avais achetées spécialement pour cette soirée. En céramique blanche, rien de luxueux, mais neuve, propre, et à moi. J'ai acheté des fleurs, des tulipes jaunes, et je les ai mises dans un pichet en verre, car je ne possédais pas encore de vase. J'ai allumé des bougies. J'ai accroché les ballons argentés. J'ai même lancé une playlist sur mon enceinte Bluetooth. Du jazz doux, le genre de musique que ma mère mettait dans la cuisine, quand j'étais petite. À l'époque où la cuisine me semblait encore être un endroit sûr. Vers 18h30, la maison dégageait une odeur incroyable. La table ressemblait à une image de magazine, à condition que ce soit un magazine pour les personnes ayant plus d'espoir que de bon sens. À 19h pile, je me suis assise. À 19h05, j'ai vérifié mon téléphone. Rien. À 19h15, j'ai envoyé un texto, et, le dîner est prêt quand vous arrivez. Aucune réponse. Mes genoux ont commencé à trembler sous la table. Les bougies s'étaient consumées d'un quart. Le poulet devenait tiède. J'ai réajusté les tulipes 2 fois. 19h45, j'ai appelé ma mère. Ça a sonné 4 fois, puis c'est passé sur la messagerie. J'ai appelé mon père. Pareil. J'ai appelé Kevin, qui a décroché à la 3e sonnerie. J'ai entendu un bruit de fond, un bar, peut-être de la musique, des rires. Salut, m'a dit. Quoi de neuf? Le dîner chez moi, ce soir. Le genre de pause qui vous en dit long, bien avant les mots. Oh, ouais. Je crois que maman a dit qu'il y avait un imprévu. J'ai supposé que c'était repoussé. Qui a repoussé? Je n'ai rien repoussé. Je ne sais pas. Je juste. Écoute, je suis avec des amis en ce moment. On peut remettre ça à plus tard? Il a raccroché, avant même que je puisse répondre. Je suis resté assise à cette table, pendant encore 30 minutes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'attendais un miracle. Peut-être que je laissais le dernier fil de quelque chose, de l'espoir probablement, se dérouler complètement, afin de voir exactement quelle était sa longueur, et à quel point il était fragile. À 20h15, le SMS de ma mère est arrivé. Désolé. Un imprévu. Occupé ce soir. Je l'ai lu 3 fois. Puis, je me suis levé, j'ai soufflé les bougies, et j'ai commencé à ranger. J'ai nettoyé de la même manière que je fais tout le reste, minutieusement, systématiquement, sans m'arrêter. J'ai enveloppé le poulet dans du papier d'aluminium. J'ai versé la purée de pommes de terre dans une boîte. J'ai lavé chaque plat à la main, car le lave-vaisselle n'avait pas encore été raccordé. J'ai balayé le sol. J'ai détaché les ballons un par un,
et le doux sifflement de l'hélium qui s'échappait, donnait l'impression que la maison expirait. Je n'ai pas pleuré. Je tiens à être clair là-dessus. J'ai vu des gens décrire de tels moments, et ils disent toujours qu'ils ont pleuré. Moi non. Mon corps a fait autre chose, quelque chose de plus neutre. Le bout de mes doigts est devenu engourdi. Ma poitrine sonnait creux, comme si quelqu'un y avait plongé la main, pour en évider le centre. Rien de dramatique, juste du vide. Depuis, j'ai appris qu'il existe un terme clinique pour cela. Le docteur René Hollis, une thérapeute agréée que j'ai commencé à consulter 2 mois plus tard, avec 12 ans d'expérience dans les systèmes familiaux et les enfants de parents émotionnellement négligents, a appelé ça l'arrêt affectif. Elle m'a expliqué, c'est ce qui se produit lorsque le système émotionnel a été surchargé tant de fois, qu'il cesse d'enregistrer les nouvelles blessures en temps réel. Votre corps a su avant votre esprit. Elle a ajouté qu'il avait déjà commencé à me protéger. À 23h48, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert pour trouver Amber, la petite amie de Kevin depuis environ 6 mois, debout sur mon porche. Elle tenait un gâteau industriel de supermarché, dans une coque en plastique. Le glaçage affichait le félicitations, en lettres bleues qui commençaient déjà à baver. « Salut » a-t-elle dit. Je me suis juste. J'ai pensé que quelqu'un devrait apporter quelque chose. Je l'ai laissé entrer, car je n'avais pas l'énergie de lui refuser l'accès. Nous nous sommes assises dans le salon. Elle a mangé une part de gâteau, mais pas moi. Elle m'a dit que la maison était vraiment mignonne, et m'a posé des questions sur le quartier. J'ai donné de courtes réponses. Ensuite, j'ai posé la question qui me restait en travers de la gorge, depuis des heures. Quel était cet imprévu? Qu'est-ce qui était si important? Amber a regardé son gâteau, et a écrasé une miette avec sa fourchette. Je ne crois pas qu'il y ait eu un imprévu, Madison. Kevin était chez Darcy, en train de regarder le match. Ta mère a posté sur Facebook, vers 18h. Elle était à une foire artisanale à Brevard. Je ne sais pas pour ton père. Alors voilà. Pas d'urgence, pas de conflit, pas d'imprévu. Juste un manque total d'intérêt. Mon frère regardait un match. Ma mère était à une foire artisanale. Mon père, qui n'avait jamais répondu au message initial, était là où vont les pères, lorsqu'ils ont décidé que la vie de leur fille ne valait pas le déplacement. Amber est partie vers minuit. J'ai verrouillé la porte, je suis monté dans ma chambre, cette pièce où j'avais imaginé dormir pendant des années, et je me suis allongé sur le matelas nu, car mes draps étaient encore dans un carton quelque part. Le plafond était blanc, parfait, immaculé. Je l'ai fixé jusqu'à 3h du matin. Et, quelque part au cours de ces heures, quelque chose en moi s'est déplacé. Ça ne s'est pas brisé, ça s'est déplacé. Comme un os qui aurait été légèrement désaligné pendant 30 ans, et qui s'enclenchait enfin, avec un bruit sec. Le lendemain matin, à 6h14, mon père m'a envoyé un SMS, il faut qu'on parle de la maison. Pas, désolé, on a raté le dîner. Pas, félicitations. Pas, je suis fier de toi. Seulement, il faut qu'on parle de la maison. Mon estomac s'est noué. Pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais déjà. De la même façon dont on sent qu'une tempête approche, avant même que le ciel ne change. Je savais que, peu importe ce dont il voulait discuter, il ne s'agirait pas de célébrer ce que j'avais construit. Je n'ai pas répondu, pas tout de suite. À la place, j'ai préparé du café dans ma nouvelle cuisine, je me suis assise sur la balancelle de mon Porsche, et j'ai regardé le chêne accrocher la lumière du matin. J'ai respiré. J'ai laissé le silence faire ce que fait le silence, quand on cesse enfin de le remplir avec le bruit des autres. Ensuite, j'ai rappelé mon père. Ce qu'il a dit calmement, avec ce ton mesuré et neutre qu'il avait perfectionné au fil des décennies pour rester techniquement impliqué de loin, c'était ceci, ta mère et moi en avons discuté. Nous trouvons que c'est un peu excessif ce que tu as fait. Acheter une maison sans en parler à la famille. Kevin traverse une période difficile, et te voir publier une chose pareille. Ce n'est pas très délicat, Madison. Nous pensons que tu devrais être plus attentive à la manière dont tes choix affectent les autres. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille pendant un instant. J'ai regardé le chêne. J'ai regardé ma maison. Cette maison que j'avais méritée par une décennie de labeur, dont aucun d'entre eux n'avait jamais reconnu la valeur. Alors, j'ai dit lentement, vous n'êtes pas venu dîner, parce que vous pensez que je n'aurais pas dû acheter cette maison.
Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et la raison pour laquelle tu m'appelles le lendemain matin, ce n'est pas pour t'excuser de ne pas être venu, mais pour me dire que je devrais me sentir coupable de réussir, parce que Kevin a échoué. Madison, ne déforme pas. Papa, il faut que je te demande quelque chose. Et j'ai besoin que tu sois honnête. Quand j'ai envoyé cette photo de moi sur le porche, tenant la clé, t'es-tu senti heureux pour moi, ne serait-ce qu'une seconde? Le silence a duré 4 secondes. J'ai compté. Ce n'est pas la question, a-t-il fini par dire. J'avais ma réponse. J'aimerais pouvoir dire que j'ai géré la suite avec grâce et maturité. Ce serait mentir. Ce que j'ai fait, c'est me rendre à la quincaillerie, acheter une planche de cèdre et un kit de pyrogravure, et passer 1 heure à graver soigneusement les mots suivants, pas de réduction pour la famille. Pas de visite familiale. Aucune exception. Je l'ai accroché à mon portail. J'ai pris une photo, et je l'ai publiée sur Facebook, Instagram et Twitter, avec la légende « Ma maison, mes règles ». Était-ce mesquin? Probablement. Était-ce dramatique? Absolument. Était-ce la chose la plus honnête que j'ai faite en 30 ans? Sans aucun doute. Le message a été publié un dimanche, à 11h30. À 18h, il comptait 4200 partages. Internet est un endroit étrange. Les inconnus vous comprennent parfois plus clairement que les gens qui vous ont élevé. Les commentaires étaient accablants. Non pas par leur volume, bien qu'il y en ait eu des milliers, mais par leur précision. Les gens écrivaient des paragraphes entiers. Ils partageaient leurs propres histoires. Ces remises de diplômes auxquelles personne n'assistait. Ces promotions que personne ne remarquait. Ces maisons, ces entreprises et ces diplômes, qui étaient accueillis par le silence ou le ressentiment, de la part de ceux qui étaient censés les célébrer. Le commentaire d'une femme nommée Teresa, dans le Michigan, disait « J'ai acheté ma première maison à 34 ans, et ma sœur m'a dit que je frimais. Il m'a fallu 5 années de plus, pour comprendre que son malaise face à ma réussite, n'était pas ma responsabilité. » Cette phrase m'a frappé, comme un camion roulant à 60 km/h. Je l'ai lu 6 fois. Pendant ce temps, mon téléphone sonnait. Ma mère a appelé 4 fois, entre midi et 15h. Je n'ai pas décroché. Kevin a envoyé un texto. « C'est quoi ce bordel, m'a dit ? Retire cette publication. » Puis, 20 minutes plus tard, maman pleure. « Tu es contente maintenant ? » Mon père a appelé une fois, à 16h17. J'ai laissé sonner. Il a laissé un message vocal que j'ai sauvegardé, et que j'ai plus tard fait écouter au docteur Hollis. Sa voix était tendue par une colère contenue, « Tu fais honte à cette famille. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. Si tu ne retires pas ça d'ici ce soir, ta mère et moi devrons reconsidérer notre relation avec toi. Reconsidérer notre relation. » Comme s'ils en avaient déjà eu une avec moi, pour commencer. Comme si se présenter à un dîner, à une remise de diplôme, ou s'intéresser à ma vie, était une chose qu'ils avaient toujours faite, et que c'était moi qui semais la zizanie. J'ai sauvegardé le message vocal. Je n'ai pas supprimé la publication. Le lundi matin, mon téléphone a sonné à 7h20, affichant un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'y a poussé. Mademoiselle Carter, je m'appelle Janet Bull. Je suis journaliste au Asheville Citizen Times. J'ai vu votre publication. Elle fait le buzz dans la région. Accepteriez-vous d'en parler? Janet Bull, 11 ans de journalisme local. Nominée pour le prix Pulitzer en 2019, pour une série d'articles sur les inégalités en matière de logement dans les Appalaches. Elle ne cherchait pas le sensationnel, elle était rigoureuse. J'ai dit oui. Janet est venue à la maison ce mardi-là. Elle s'est assise sur la balancelle de mon Porsche, a bu du café dans un mug que j'avais acheté au magasin à 1 euro, et a écouté pendant 90 minutes. Je lui ai tout raconté. Pas seulement le dîner, mais la décennie entière, les économies, les sacrifices. Je lui ai décrit cette famille, qui traitait mon ambition comme un désagrément, et ma réussite comme une insulte. Elle m'a demandé des preuves. Je lui ai tout donné. Les relevés bancaires montrant une décennie de dépôts réguliers, les documents de clôture de l'avocate Diane Prescott, les fiches de paie de mes emplois dans l'informatique, les captures d'écran de la discussion familiale. Mon invitation, leur manque de réponse, les textos qui ont suivi, le message vocal de mon père, les messages de Kevin.
Absolument tout. L'article de Janet a été publié le jeudi suivant. Le titre, elle a économisé pendant une décennie, acheté la maison de ses rêves, et sa famille n'est pas venue. Puis, Internet s'en est mêlé. Il est devenu viral en moins de 12 heures. C'est à ce moment-là que la situation a dégénéré, au-delà de tout ce que j'aurais pu prédire. Après la parution de l'article, j'ai commencé à recevoir des messages. Plus d'inconnus cette fois-ci, mais de personnes gravitant autour de ma famille. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années, d'anciens amis de la famille, des gens qui avaient observé ces dynamiques pendant des décennies, sans jamais rien dire. Ma cousine Rachel, la fille du frère de mon père, quelqu'un dont j'avais été proche enfant avant que nos familles ne s'éloignent, m'a envoyé un long email. Je l'ai lu, assise à ma table de cuisine, à 22 heures, un vendredi soir. Quand j'ai fini de le lire, mes mains tremblaient. Rachel m'a raconté des choses que je n'avais jamais sues. Elle m'a révélé que mes parents avaient contracté un prêt de 15 000 € pour aider Kevin à payer la compte d'un appartement, 3 ans plus tôt. Un appartement pour lequel il avait fait défaut de paiement en moins de 18 mois. Elle m'a dit que ma mère avait organisé une fête surprise pour les 30 ans de Kevin, dans un restaurant qui avait coûté 2200 €, payé par mes parents. Elle m'a avoué que, lors de l'obtention de mon diplôme universitaire, mes parents avaient dit à la famille élargie que j'avais enfin terminé, comme si cela m'avait pris plus de temps que prévu. Alors qu'en réalité, j'avais obtenu mon diplôme dans les temps, avec une excellente moyenne de 3,7, tout en travaillant 25 heures par semaine. Mais la partie qui m'a serré la poitrine, celle que j'ai dû lire debout parce qu'assise, j'avais l'impression de me noyer, c'était la suivante: ta mère a dit à la mienne, il y a environ 2 ans, qu'elle s'inquiétait pour toi. Elle a affirmé que tu étais obsédé par cette idée de maison. Et que c'était malsain. Elle a avoué qu'elle espérait que tu n'en achèterais pas vraiment une, car cela ferait que Kevin se sentirait encore plus mal dans sa peau. Madison, elle espérait littéralement que tu échoues, pour que Kevin ne se sente pas nul. J'ai posé mon téléphone. J'ai marché jusqu'à la salle de bain. J'ai fait couler de l'eau froide sur mes poignets. C'est une astuce que le docteur Hollis m'avait apprise, pour les moments où l'anxiété devient physique. Je suis resté là pendant 5 minutes, à respirer, laissant l'eau couler, permettant à la vérité de prendre la forme exacte qu'elle avait toujours eue, mais que j'avais été trop loyal pour voir. Ma mère n'avait pas manqué mon dîner parce qu'elle était occupée. Elle l'avait manqué parce qu'elle en détestait la raison. J'ai transféré l'email de Rachel au docteur Hollis. Nous avons eu une séance d'urgence ce lundi-là, par appel vidéo à 7h30 du matin, avant mon service au travail. Le docteur Hollis ne semblait pas surprise. Elle l'était rarement, et c'était l'une des choses que j'appréciais chez elle. Elle traitait les révélations non pas comme des chocs, mais comme des pièces de puzzle, qui s'emboîtaient dans des schémas existants. Madison, ce que vous décrivez est une dynamique familiale très courante, a-t-elle expliqué. Dans la théorie des systèmes familiaux, on appelle cela le modèle du patient désigné. Mais dans votre cas, il est inversé. Vous n'êtes pas le membre de la famille en difficulté, servant de bouc émissaire. Vous êtes le membre de la famille qui réussit. Et le système familial ne peut pas s'en accommoder, car cela menace la hiérarchie existante. Elle a fait une pause. Votre frère Kevin est ce que nous appellerions l'enfant doré. Non pas parce qu'il réussit, mais parce que sa dépendance sert le besoin de vos parents. De se sentir utile. Votre succès ne remet pas seulement Kevin en question. Il remet en cause toute leur identité en tant que parents. Si vous pouvez vous épanouir sans eux, qu'est-ce que cela dit de l'aide qu'ils ont apportée à Kevin? J'ai réfléchi à cela pendant un long moment. Cela dit que l'aide n'a servi à rien, ai-je murmuré. Cela dit que cette aide ne concernait pas du tout Kevin, a-t-elle corrigé. Le pic de la crise est arrivé un mercredi, 6 semaines après ce fameux dîner. J'étais au travail. J'avais été promu au poste d'administratrice système senior entre-temps, gagnant 74 000 € par an, avec tous les avantages sociaux. C'est alors que j'ai reçu un appel, d'un numéro que j'ai reconnu. C'était Thomas Dunlap, l'avocat spécialisé en droit immobilier qui s'était occupé de ma signature. 15 ans d'expérience dans l'immobilier, associé chez Dunlap et Faraday. Madison, je dois vous demander quelque chose, et je ne veux pas que vous paniquiez. Mon estomac est descendu dans mes talons. Est-ce que quelqu'un de votre famille a récemment fait des demandes de renseignements, concernant le titre de propriété de votre maison? Quoi? J'ai reçu un appel ce matin d'un avocat de Raleigh, nommé Craig Belair. Il représente vos parents.
Il voulait savoir s'il y avait eu des irrégularités lors de votre signature. Plus précisément, si des fonds familiaux avaient été utilisés pour l'apport initial. Ce qui pourrait créer une réclamation pour droit de propriété équitable. Je n'ai pas pu parler pendant un instant. La lumière crue des néons du bureau me semblait trop agressive. Mon collègue, dans le box d'à côté, mangeait des chips. La normalité de tout ce qui m'entourait, me paraissait violente face à ce que je venais d'entendre. Thomas, mes parents ne m'ont pas donné un seul centime. Ni pour la maison, ni pour l'université, ni pour quoi que ce soit. Je sais, votre dossier est impeccable. Je l'ai dit à Maître Belair, et je lui ai précisé que toute demande supplémentaire devrait passer par les voies officielles. Mais Madison, ils sont à la pêche aux informations. Et le fait qu'ils aient embauché un avocat pour cela signifie que ce n'est pas anodin. J'ai raccroché. Je suis resté assise à mon bureau pendant 14 minutes, sans bouger. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai récupéré tous les relevés bancaires que j'avais en remontant jusqu'à 2013, et j'ai commencé à les organiser chronologiquement, dans un dossier partagé. À 17h15, j'ai conduit directement au bureau de Thomas Dunlap. Il était resté tard pour m'attendre. Nous avons passé 2 heures à éplucher mon historique financier, ligne par ligne. Chaque dépôt, chaque transfert, chaque fiche de paie. C'est inattaquable, a déclaré Thomas. Il n'y a aucune ambiguïté. Cette maison a été achetée entièrement avec vos propres revenus documentés. S'ils essaient de déposer une plainte, ils perdront, et ils s'exposeront probablement à des sanctions pour procédure abusive. Pourquoi ferait-il ça, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Thomas m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. D'après mon expérience, c'est parce qu'il ne supporte pas que ce soit à vous. J'ai officiellement engagé Thomas le lendemain. Il a envoyé une lettre de mise en demeure à Craig Belair, par courrier recommandé avec accusé de réception, dûment enregistré. Elle stipulait que toute réclamation sur ma propriété était sans fondement, et que toute action ultérieure serait contrée par une plainte pour harcèlement, et abus de procédure. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai appelé Janet Bull. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle est restée silencieuse un long moment, puis m'a demandé, Madison, êtes-vous prête à parler officiellement? Oui, de tout. La menace judiciaire, les emails de la famille, les dossiers financiers, chaque mot. L'article de suivi de Janet a été publié 2 semaines plus tard. Il comprenait des citations de Thomas Dunlap. Il incluait une déclaration du cabinet de Craig Belair, indiquant que ses clients n'avaient aucun commentaire supplémentaire pour le moment. Il relayait le témoignage de Rachel, donné avec son consentement. Il présentait un calendrier détaillé de mon historique d'épargne, vérifié par rapport aux déclarations d'impôts que j'avais fournies de mon plein gré. Le titre, La famille d'une acheteuse de la maison de ses rêves, tente une action en justice concernant la propriété qu'elle a acquise seule. Cet article n'est pas seulement devenu viral, il a fait l'effet d'une bombe. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Craig Belair a abandonné mes parents, qui étaient ses clients, en l'espace d'une semaine. Selon Thomas, Belair a invoqué des problèmes de réputation, ce qui, dans le jargon des avocats, signifie « je ne veux pas que mon nom soit associé à ce désastre ». Le commerce artisanal de ma mère, qui vendait des bougies faites à la main sur Internet et sur les marchés locaux, a perdu tous ses abonnés en quelques jours. Ses avis sur Etsy ont été pris d'assaut. Elle a dû fermer sa boutique. Je n'avais pas orchestré cela, et je ne m'en suis pas réjoui, mais je n'en ai pas fait le deuil non plus. Kevin m'a appelé. C'était la première fois qu'il m'appelait, et non qu'il envoyait un texto, depuis la soirée du dîner. Il était saoul. Il était 1h30 du matin. Sa voix était pâteuse, oscillant entre la colère, et quelque chose qui aurait pu être de la honte, s'il avait su comment l'exprimer. Tu as tout détruit, Madison. Tu le sais, n'est-ce pas? Maman n'arrête pas de pleurer. Papa ne parle plus à personne. Tu as fait exploser cette famille, juste pour une histoire de dîner. Non, Kevin, ai-je répondu. J'ai fait exploser une famille qui espérait mon échec. Il est resté silencieux pendant un long moment. Ce n'est pas vrai, a-t-il dit. Mais sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et nous savions tous les deux qu'il n'y croyait pas lui-même. J'ai raccroché. J'ai éteint mon téléphone. Je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai bloqué leurs 3 numéros. Pas par colère, mais pour avoir la paix.
Il y a une différence. Mon père m'a envoyé une lettre 3 semaines plus tard. Une vraie lettre sur papier, écrite à la main, envoyée par la poste à ma maison, cette maison qu'il n'avait jamais visitée. Thomas Dunlap l'a lu en premier, comme je lui avais demandé d'examiner toute communication familiale pendant le litige. Thomas m'a appelé. Ce n'est pas un document juridique, c'est personnel. Voulez-vous la lire? Je le voulais. L'écriture de mon père était petite et soignée, comme toujours. La lettre faisait 2 pages. Elle disait, de diverses manières, qu'il était désolé. Qu'il n'avait pas compris à quel point son silence avait pu me blesser. Que le comportement de ma mère n'était pas quelque chose qu'il approuvait, mais qu'il avait échoué à intervenir. Qu'il était fier de moi, et qu'il l'avait toujours été. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai rangé dans un tiroir. Le docteur Hollis m'a demandé ce que j'en pensais. Je crois qu'il est désolé, ai-je répondu. Mais être désolé et changer, ce sont 2 choses différentes, et j'ai passé 30 ans à attendre un changement qui ne vient jamais. Que voulez-vous faire? Rien. Pour l'instant, je veux ne rien faire, et voir comment je me sens. Je me sentais libre. Les mois qui ont suivi ont été les plus calmes, et les plus remplis de ma vie. Je ne me suis pas réconcilié avec ma famille. Je n'ai pas non plus fermé la porte de manière définitive. J'ai juste arrêté de jouer un rôle, arrêté de tendre la main, arrêté de dresser des tables pour des gens qui ne viendraient pas. Et, dans cet espace qui s'est libéré, d'autres personnes sont arrivées. Mon voisin Dal, un électricien à la retraite de 72 ans, s'est pointé sur mon porche, un samedi matin, avec une tarte aux noix de pécan. Il m'a dit, « J'ai lu votre histoire dans le journal. Ma fille a traversé une épreuve similaire. Bienvenue dans le quartier. » Une collègue nommée Priya a commencé à passer prendre le café, le week-end. Puis son mari, puis leurs enfants, puis une autre voisine, et enfin, une femme de mon groupe de course à pied, qui venait de divorcer, et qui avait besoin d'un endroit où s'asseoir autre que son appartement vide. Les enfants du pâté de maison ont commencé à passer, après l'école. Je ne sais pas comment ça a commencé. Je crois que l'un d'eux m'a vu installer mon ordinateur portable sur le porche, et m'a demandé ce que je faisais. J'ai répondu que je programmais. Ils ont demandé si je pouvais leur apprendre. J'ai dit, bien sûr. En moins d'1 mois, 4 enfants étaient assis sur mon porche, tous les mardis et jeudis, apprenant les bases du langage Python sur des ordinateurs empruntés. Je leur ai enseigné les boucles, les variables, la création de petits jeux. L'un d'eux, un garçon de 12 ans prénommé Marcus, qui me rappelait tellement moi-même à cet âge, a construit une calculatrice fonctionnelle en 3 semaines. Il l'a montrée à sa mère. Elle a pleuré. Elle m'a apporté des tamales. J'ai pleuré. C'est la chose que personne ne vous dit, à propos du fait de se construire une vie pour soi-même. Elle ne reste pas vide. Si vous la bâtissez avec honnêteté, les bonnes personnes finiront par y trouver leur place. Non pas parce que vous les suppliez. Non pas parce que vous dressez une table parfaite, en retenant votre souffle. Elles viennent parce que la porte est ouverte, que la lumière est allumée, et que vous n'êtes pas en train de jouer la comédie. Vous êtes simplement là. 7 mois après ce dîner où personne n'était venu, j'en ai organisé un autre. La même table, les mêmes bougies. De nouvelles fleurs, des tournesols cette fois, parce que Dal m'avait dit qu'il tenait plus longtemps. La recette du poulet rôti avait été améliorée. Une nouvelle playlist, toujours du jazz, mais j'y avais ajouté de l'afrobeat, car le mari de Priya disait que c'était une meilleure musique pour cuisiner, et il avait raison. 8 personnes sont venues. Dal, Priya et Raj. Marcus et sa mère, Elena. 2 femmes de mon groupe de course à pied. Un gars discret du quartier, nommé James, qui avait réparé ma boîte aux lettres sans qu'on le lui demande, et que j'avais invité sur une impulsion. Nous avons mangé, nous avons parlé, nous avons ri si fort que l'appareil auditif de Dal s'est mis à siffler, et il a fait semblant d'être offensé. Marcus a goûté la tarte au citron et a déclaré qu'elle était une dinguerie, ce qui, m'a-t-on dit, est le plus grand compliment qu'un jeune de 12 ans puisse faire. À 22 heures, tout le monde était encore là. Personne ne regardait l'heure. Personne ne cherchait d'excuses pour partir. La maison était chaleureuse. Non pas à cause du four, ni des bougies, mais grâce à cette chaleur spécifique et irremplaçable, qui émane de personnes ayant réellement envie d'être là où elles sont. Je suis resté dans l'encadrement de la porte de la cuisine pendant un moment, tenant un torchon, observant la table.
J'ai repensé à ce premier samedi soir. À ce poulet froid, à ces ballons dégonflés, à ce silence qui ressemblait à une condamnation. Et j'ai compris une chose, que je n'aurais pas pu comprendre à l'époque. La maison n'avait jamais été un test. Ce n'était pas un examen que ma famille devait réussir. Ce n'était pas une preuve de ma valeur, ni une mesure de leur amour. C'était juste une maison, un bâtiment, 4 murs, un toit, et un chêne vieux de 70 ans. Ce qui lui donnait de l'importance, ce n'était pas la clé. C'étaient les personnes à l'intérieur, et le processus douloureux, mais nécessaire, pour apprendre qui méritait d'y être. La première nuit, ma maison abritait l'absence.